Barack Obama, élu 44e président des États-Unis. La jeune Europe se dote d'institutions nouvelles, un conseil des ministres des Affaires étrangères. Pour l'instant, il n'y a pas de cessez-le-feu. Yalta s'est terminé ce jour même à Paris. Chacun veut venir saluer l'ouverture du mur. Des centaines de civils ukrainiens ont d'ores et déjà été tués. Fabriquer la diplomatie, c'est aussi penser l'avenir et imaginer l'après. De nombreux États ont doté leur ministère des Affaires étrangères de structures plus ou moins indépendantes qui ont pour vocation de décrypter la marche du monde et d'en tirer des conseils, des orientations, qui viennent alimenter l'écriture de la politique internationale du pays. En France, depuis 1973, l'équipe du CAPS, le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie, capte les grandes tendances de l'environnement international et se prête au difficile exercice de l'anticipation. Cette série, CAPS, 50 ans de futur, offre le récit de la création de ce centre à la fin de la guerre froide et des grands moments charnières des relations internationales, racontés par les voix des femmes et des hommes qui les ont pensés. Mon nom est Pierre Luller, je suis un diplomate de carrière. Je suis Muriel Domnac, j'étais directrice adjointe du Centre d'analyse et de prévision. Justin Weiss, j'ai eu la chance de diriger le CAPS. Je suis Jean-Marie Guéhenno, je suis arrivé à la direction... Je suis Marie Dumoulin, j'ai été au CAPS de 2016 à 2018. Mon nom, Thierry de Montbrial, le premier chef du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Vous écoutez CAPS, 50 ans de futur. Une série du podcast Sources diplomatiques. Mon nom, Thierry de Montbrial. Je suis né à Paris pendant la guerre, pendant l'occupation. J'ai fait un doctorat en économie mathématique à Berkeley en 1967-68. C'est une période absolument fascinante puisque c'était l'époque des événements de mai. J'ai vécu la révolution française de mai 68 aux États-Unis, qui était d'ailleurs le centre de l'action à l'époque. C'est le premier pavé de mai 68. Et nous vous demandons de faire des lignes jusqu'au fond pour qu'il n'y ait pas de débordement sur les côtés. Et pourtant, en mars-avril, Paris, tout comme Londres, Rome, Berlin, Mexico ou Tokyo, connaîtra une fièvre, une révolte étudiante. Mais en France, ce sera le détonateur d'un mouvement plus profond, plus vaste, d'une épreuve, d'un affrontement, mêlant pêle-mêle aux revendications estudiantines, celles du monde ouvrier, des classes moyennes, des intellectuels et des paysans. Je suis revenu et j'ai fondé ou recréé d'une certaine manière le département d'économie de l'école polytechnique où j'ai été élu très jeune professeur titulaire en économie. Et là, il y a eu un événement comme il arrive parfois dans la vie, un événement totalement imprévisible qui m'a fait me trouver le premier chef, comme on disait alors, chef, pas directeur, du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Après quoi, il s'est passé beaucoup de choses. Et je suis encore là avec vous aujourd'hui, après avoir fondé ultérieurement l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Ça, c'est en 1979, dont je suis toujours le président exécutif. En fait, l'idée de ce qui est devenu le CAP, puis aujourd'hui le CAPS, c'est une idée qui flottait un peu dans l'air à l'époque. Là, nous sommes en 1973, mais d'une façon tout à fait différente. Il y avait un certain nombre de diplomates de la génération précédente par rapport à la mienne, qui étaient des atlantistes issus de la 4e République, qui avaient envie en fait de prendre un petit peu leur revanche par rapport à la période gaulliste, à la période gaulienne, et qui avait envie de créer une sorte de cellule diplomatique bis pour préparer, on va dire, le post-gaullisme. C'était Pompidou qui était le président de la République. Et il se trouve que par un concours de circonstances tout à fait extraordinaire quand on regarde les détails, Michel Jobert, qui était le secrétaire général de l'Élysée de Georges Pompidou, s'est retrouvé ministre des Affaires étrangères. Et Jobert était un homme totalement anticonformiste. Et il a repris à sa façon l'idée de créer une cellule de prospective, comme on dirait plutôt aujourd'hui, mais il voulait des gens très différents, des gens qui soient complètement différents du milieu du Quai d'Orsay.
Et il appelait ça du poil à gratter. Il se trouve qu'à l'époque, et qu'un de mes jeunes camarades polytechniciens qui était passé par l'ENA, qui venait de faire une mission aux États-Unis, on était revenu avec une note qui avait retenu l'attention de beaucoup de gens sur la manière dont fonctionnait la prise de décision aux États-Unis, en particulier dans ce qu'on appelle le National Security Council. La note avait été passée à Joubert quand il était encore secrétaire général de l'Élysée, et quand il est devenu ministre, il a actionné son cabinet pour dire « bon, il faut faire quelque chose ». Et de fil en aiguille, nous nous sommes retrouvés à créer cette cellule, si je puis dire, d'abord à tâtons. Et la première question, c'était comment est-ce qu'on va appeler ça ? Alors moi, je ne voulais pas appeler ça prospective, parce que pour moi, la prospective, c'est un peu détaché de l'action, si vous voulez. Bon, comment est-ce quel sera le rôle de l'intelligence artificielle en 2040 ? On peut spéculer là-dessus, mais toutes les discussions que nous pourrons avoir sur ce sujet ont peu d'impact sur les décisions à prendre aujourd'hui. Donc je ne voulais pas de prospective. Je trouvais qu'il valait mieux appeler ça centre plutôt que service, bureau, ce qui dans la terminologie bureaucratique aurait provoqué aussi beaucoup d'émotions. Et avec Jean-Louis Gergorin, nous sommes arrivés à l'appellation un peu plus neutre, centre d'analyse et de prévision. Analyse et de prévision. Et Joubert a aussitôt accepté ça. Ça, c'était... Au printemps, il y a eu un arrêté créant ce centre d'analyse et de prévision. Et cet arrêté, il est paru le jour même de la mort de Georges Pompidou. C'est vraiment in extremis que l'existence bureaucratique, on va dire, de ce centre d'analyse et de prévision s'est faite. Et là, on est entré dans une nouvelle période qui est celle de Giscard. Valéry Giscard d'Estaing, 50,9. François Mitterrand, 49,1. Estimation Honeywell. Giscard, 51. Mitterrand, 49. Le résultat définitif de cette élection présidentielle qui indique que M. Valéry Giscard d'Estaing a donc été élu aujourd'hui président de la République française. Au début, j'étais toujours chargé de mission au commissariat au plan, c'est-à-dire que j'étais prêté à mi-temps, ce qui ne voulait rien dire, d'ailleurs je m'empresse de le préciser, j'étais prêté à mi-temps au ministère des Affaires étrangères et j'avais une lettre de mission qui était de le mettre en place, ce centre d'analyse et de prévision. Alors, Joubert, qui avait donc ce souci, ça l'amusait beaucoup. Et je crois qu'il s'intéressait à ce qu'on faisait, il lisait tout d'ailleurs, on parlait avec lui de temps en temps, mais je crois qu'il avait quand même, il éprouvait un grand plaisir à ce poil à gratter dont je vous parlais, c'est-à-dire l'idée de déstabiliser un peu les diplomates professionnels. Et alors nous faisions évidemment des notes sur toutes sortes de sujets. En fait, les principaux sujets qui ont fait l'objet d'une répartition entre nous. Bon, moi, je m'étais approprié tout de suite l'économie internationale et en particulier l'énergie, parce que 1973, qui est une date d'ailleurs qui résonne aujourd'hui, depuis la guerre d'Ukraine, l'interruption des accords d'approvisionnement avec la Russie, etc. Tout ça crée une situation qui n'est pas sans rappeler la situation de 1973. Enfin, à l'époque, c'était le quadruplement des prix du pétrole. Donc, je m'occupais de tout ça. Jean-Louis Gergorin, lui, avait une passion pour les sujets stratégiques et particulièrement les questions de stratégie nucléaire. Moi, au début, j'y connaissais rien. Évidemment, je m'y suis mis assez rapidement. C'était une époque très intéressante, les années 68, qui étaient d'une part des années de détente, mais d'autre part, il y avait une course aux armements qui était absolument extraordinaire. Et là, les autres pays nucléaires, comme la France, se trouvaient un peu pris entre deux feux. Et puis, notre équipe s'est enrichie de certains agents tout de même du Quai d'Orsay, dont certains sont devenus très connus, que je pense par exemple à Pierre Morel, qui a fait une très belle carrière, en étant ambassadeur en Russie, en Chine et dans bien d'autres endroits, et un excellent analyste, et bien d'autres. Il faudrait... Au début, disons que nous étions, au bout de quelques mois, nous étions une petite dizaine, on va dire, dont certains également de l'extérieur.
Alors donc, il y avait donc tout ce travail qui portait aussi bien sur les questions européennes, mais aussi sur certaines thématiques régionales. Alors Joubert nous avait laissé toute liberté pour voyager, ce qui est tout à fait extraordinaire. Je n'avais pas de limitation de budget. Et moi, je suis parti très vite à l'assaut du Japon, par exemple. C'est-à-dire que le Japon, il faut imaginer, 1973, la diplomatie française s'intéressait peu au Japon à l'époque. Et je suis parti à la conquête du Japon dès l'automne 1973. En fait, c'était entre le premier et le deuxième choc pétrolier. Et puis, naturellement, les États-Unis. Alors, les États-Unis, j'avais une grande familiarité des États-Unis du fait de mon doctorat. Gergorin avait son expérience aussi de la mission qu'il avait faite, dont j'ai parlé, qui avait conduit un petit peu à l'idée initiale d'approcher les questions internationales d'une autre manière. Mais c'est surtout sous la période Giscard que cette question américaine a pris une ampleur considérable. L'aide-mémoire au roi, c'est l'idée qui nous est apparue qu'à chaque fois qu'il y avait un changement significatif, on préparait un dossier assez complet sur les grands problèmes du moment et éventuellement en faisant part de nos avis, de nos opinions. Il faut dire que à cette époque-là, je vous ai mentionné les deux grands sujets dont nous nous sommes appropriés au début, c'est les grandes questions économiques internationales et les questions de sécurité. Il n'y avait pas grand monde sur ce domaine, et en particulier au Quai d'Orsay. Donc, nous avons pu marquer des points très vite sur ces sujets-là, même si, parce qu'il faut quand même être modeste, nous étions très jeunes et nos propos n'étaient pas forcément, entre guillemets, responsables aux yeux des gens qui avaient une grande expérience, je m'empresse de le dire. Mais vous savez, que quand des gens jeunes, et je pense que c'est aussi vrai que jamais aujourd'hui, quand des gens jeunes et ayant un minimum de talent disent des choses, même s'ils sont un peu à côté de la plaque par manque d'expérience ou de connaissance du contexte, souvent ça peut être extrêmement utile. Ensuite, il faut faire la part des choses. Donc, je crois que cette créativité, on peut dire, a été un élément aussi majeur de notre succès et de notre connaissance. Il y a un autre point que je ne vous ai pas encore dit, qui est aussi important, c'est que Joubert, confirmé ensuite après l'élection de Giscard, nous laissait aussi très librement parler aux médias, ce qui est assez extraordinaire quand on y songe. Donc nous avions beaucoup de relations avec les médias, nous étions très souvent cités par les médias, ce qui a renforcé aussi notre, entre guillemets, autorité. Nous avons pris conscience, dans les années 70, de l'existence d'un réseau extrêmement développé dans certains pays occidentaux, mais aussi, par exemple, en Union soviétique, et un peu plus tard en Chine, de ce qu'on appelle aujourd'hui les think tanks, le terme était totalement inconnu à l'époque, qui étaient des lieux où vous aviez des chercheurs dédiés à tous les aspects, toutes les dimensions des relations internationales ou des relations de sécurité, mais qui étaient des chercheurs, c'est des gens qui n'étaient pas dans l'action, dans la décision, mais qui travaillaient avec la mentalité de la décision, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui, je pense, l'aide à la décision. Et il n'y avait rien de tel en France. Il n'y avait absolument rien de tel en France. Et c'est d'ailleurs pourquoi moi-même, pendant cette période, parce que j'ai pris totalement conscience de ça, j'ai commencé à mûrir le projet de ce qui est devenu après l'Institut français des relations internationales. Par exemple, aux États-Unis, c'est moi qui ai introduit le premier, Zbigniew Brzezinski, qui est devenu d'ailleurs le conseiller, le National Security Advisor, le conseiller pour la sécurité nationale de Carter par la suite, et bien d'autres personnalités américaines éminentes, mais qui n'étaient pas connues, qui n'avaient aucun accès en France. Alors, je pense que nous avons joué ce rôle qui est aujourd'hui, c'est beaucoup, je ne dirais pas banalisé, mais aujourd'hui, donc les successeurs des fondateurs du CAP
ont continué sur cette ligne-là, et tout en travaillant beaucoup avec les think tanks. Nous n'avons jamais eu la prétention de remplacer les diplomates. Et moi, d'ailleurs, j'ai toujours été extrêmement prudent, parce que la négociation, c'est un métier, et en particulier dans le domaine international. Bon, la notion de prévision disruptive est une notion très relative, parce que si 20 ans à l'avance ou 10 ans à l'avance, vous faites une prévision dans laquelle personne ne croit, ou qui n'est pas datée, apparaîtra un jour où vous direz « Ah ben, il avait raison », mais au moment où ça a été fait, ça n'a aucune portée parce que c'est inexploitable. Pour être précis, quelqu'un qui, par exemple, à la fin des années 70, 1970, aurait dit « Ah ben, l'Union soviétique s'effondrera avant la fin du siècle », on aurait écouté gentiment, mais ça n'aurait eu aucune espèce d'impact. Donc moi je ne crois pas tellement aux prévisions disruptives. C'est un sujet qui mériterait approfondissement. Par contre, en revanche, je crois que analyser, c'est pour ça que j'aime bien malgré tout les termes analyse et prévision, analyser les causes et les conséquences du quadruplement des prix du pétrole et du bouleversement complet des marchés énergétiques à la fin autour de 1973-74 et à nouveau 1978, analyser toute l'évolution des rapports au Proche-Orient, au Proche et au Moyen-Orient, en relation avec les États-Unis et toutes les grandes ou moyennes puissances, et l'analyser correctement, c'est un travail infiniment précieux et utile, voyez-vous. Des échanges des présidents, des ministres, etc., j'en ai eu beaucoup. Je peux vous parler aussi, par exemple, de ma première rencontre avec Kissinger, qui était encore secrétaire d'État, et j'étais bien sûr en rapport avec ses entourages, etc. Il faut imaginer Kissinger, secrétaire d'État couronné par le prix Nobel, déjà au comble de la gloire, qui invite un tout jeune Français, à l'époque c'était en 76, je parle de ce dîner, j'avais 33 ans, vous imaginez, qui m'invite avec 4 ou 5 autres personnes et qui a une discussion quasiment d'égal à égal, enfin dans la manière de se comporter. C'était quelque chose que je n'ai jamais vu. Si vous voulez. Je crois que c'est d'ailleurs difficilement imaginable aujourd'hui. Je le lui ai d'ailleurs rappelé il y a quelques jours. Donc voilà des souvenirs, mais pas seulement. J'ai tellement découvert de choses. J'ai découvert l'Asie, j'ai découvert la Russie, j'ai découvert beaucoup un petit peu l'Afrique, etc., etc. Donc ça a été un bouleversement très profond dans ma vie, assurément, et qui d'ailleurs a finalement déterminé en grande partie la suite de mon aventure. Je suis profondément heureux que ce CAP ait poursuivi une belle carrière. Peut-être la petite codicile ou note de bas de page qu'on pourrait rajouter, c'est qu'il a essentiellement préservé son nom, sauf sous Kouchner, qui avait voulu lui donner le nom de directeur de direction de la prospective. Mais très rapidement, le CAP est redevenu le CAP sous Fabius, qui très vite cependant a rajouté un S, et de sorte qu'il s'appelle aujourd'hui le Centre d'analyse et de prévision stratégique, le CAPS pour les intimes. Mais en 1973, on n'aurait jamais pu faire ça, parce que le mot stratégique aurait fait scandale, puisque, encore une fois, seul le président de la République était maître de la stratégie. Vous écoutez CAPS, 50 ans de futur, une série du podcast Sources diplomatiques. Sources diplomatiques est le podcast du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, une plongée au cœur de la diplomatie française, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.